souvent on cherche absolument à perdre du poids. Du coup, on se met à faire des régimes tous plus drastiques et stupides les uns que les autres. On n'y arrive pas, on est frustré et on se remet à prendre du poids. Mais je vous promets que si vous mangez mieux, vous irez mieux et vous perdrez du poids derrière. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Je reçois ce matin le médecin préféré des Français, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour et bienvenue, doc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous avez repris à la rentrée la présentation du prestigieux MAC de la santé sur France 5, à qui vous avez insufflé une nouvelle dose de vitamines, mais pas de vitamines solubles, bien sûr. Non, effectivement. La meilleure des vitamines, d'ailleurs, elle se trouve dans notre assiette. Pas de cachet de vitamine C. Donc vous déconstruisez le mythe dans votre nouveau livre. Vous êtes aujourd'hui un phénomène de l'édition et vous publiez « Je mange bien, je vais bien » chez Flammarion. Pourtant, longtemps, comme médecin, vous avez négligé l'alimentation comme moyen de prévention sur votre façon de vivre. D'ailleurs, il y avait une histoire financière. Si je remonte un peu plus jeune, je me rends compte que quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut dire les choses, on cherche plus à remplir l'estomac qu'à s'alimenter. On se dit qu'est-ce qui coûte pas cher, que je peux avaler. On n'a pas les mêmes priorités quand on a des problèmes financiers. Donc déjà, il y a une inégalité sociale. Avant de bien manger, il faut avoir les moyens de bien manger. Et une fois qu'on a les moyens de bien manger, ou en tout cas de mieux manger, c'est vrai que je n'avais pas conscience que les aliments du quotidien ont une influence sur l'ensemble de l'organisme. Et ce n'est pas une question de prise de poids. C'est du poids évidemment, mais c'est aussi la gestion du stress, du sommeil, de la fatigue, du système immunitaire, du système cardiovasculaire et d'un investissement sur le long terme. Et donc effectivement, moi j'étais drogué à la junk food. Je mangeais en permanence des plats industriels, des barres chocolatées. Je mangeais très très mal, très très vite. Le midi, je prenais des sandwichs. Et donc j'ai pris du poids. Et en prenant du poids, je me suis pas rendu compte que ça avait aussi une influence sur mes humeurs. Et puis un jour, j'ai décidé de tout changer, en tout cas de changer les choses progressivement pour mieux manger. Vous avez décidé de perdre du poids, vous avez perdu entre 10 et 12 kilos. Aujourd'hui, à titre personnel, vous ne prenez plus de petit déjeuner sauf en vacances et vous pratiquez le jeûne intermittent. Complètement, c'est vrai qu'on est passé d'une société où on avait du mal à s'alimenter à une société où on mange beaucoup trop. Et le petit déjeuner n'est pas un repas obligatoire. On a cette injonction, il faut prendre un petit déjeuner. Alors on n'est pas tous ça, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue, mais ça va dépendre de votre activité. On va prendre un exemple. Vous travaillez dans le bâtiment, vous devez vous réveiller à 5h du matin pour aller sur des chantiers. Vous travaillez en horaire décalé, vous levez très tôt le matin. Il semble compliqué de ne pas manger le matin. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais en fonction de chacun, si vous avez un métier très physique, oui, le boucher le matin qui se réveille à 5h, qui doit aller à Rungis récupérer de la viande, peut-être que lui, il a besoin de consommer quelque chose. Mais si on est un peu sédentaire, qu'on va prendre les transports en commun, je ne suis pas sûr qu'il faille prendre un petit déjeuner. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne plus en prendre, alors que je prenais des pains au chocolat, des pains au lait, du lait au chocolat. Qu'est-ce que c'était bon, mais ça n'avait aucun intérêt. Et je me suis rendu compte... Intérêt nutritif. Oui, aucun intérêt nutritif. C'est-à-dire que j'ai plaisir dans la bouche, mais c'est du sucre, du mauvais sucre, du gras, du mauvais gras. Souvent, c'est des produits ultra transformés avec des additifs. Et donc finalement, j'avais des calories dont je n'avais pas besoin. Et en supprimant ces calories dont je n'avais pas besoin, 1, j'avais pas plus faim, finalement. 2, j'avais pas de frustration à ne plus les prendre. Et 3, j'ai perdu du poids. Et donc je mets la perte de poids en dernier puisque c'est la cerise sur le gâteau. Il faut bien comprendre que quand on mange mieux, l'objectif n'est pas de perdre du poids. Si vous en perdez, tant mieux. Mais mécaniquement, si vous mangez mieux, vous allez perdre du poids. Et souvent, on cherche absolument à perdre du poids. Du coup, on se met à faire des régimes tous plus drastiques et stupides les uns que les autres. On n'y arrive pas, on est frustré et on se remet à prendre du poids. Mais je vous promets que si vous mangez mieux, vous irez mieux, et vous perdrez du poids derrière. Et vous évoquez, alors vous avez perdu du poids, 10 à 12 kilos, et vos difficultés que vous avez eues derrière à ne serait-ce que reprendre 4 kilos. Oui, alors c'était très paradoxal. Et ça, c'est un sujet qu'on n'évoque jamais, c'est les difficultés qu'on peut avoir à prendre du poids quand on veut en prendre. C'est vrai qu'on parle beaucoup des personnes qui veulent perdre du poids, puisque l'obésité et le surpoids, c'est un problème de santé publique. L'obésité, c'est une maladie. Par contre, c'est aussi une source de discrimination. Il ne faut pas mélanger les deux, mais l'obésité, elle pose des questions médicales. Elle pose aussi des questions liées à la société. Mais on a aussi des personnes qui ont un poids soi-disant normal, mais qui veulent grossir et qui n'y arrivent pas. Et moi, je l'ai expérimenté, puisque finalement, en changeant drastiquement mon alimentation, en faisant notamment du jeûne intermittent, j'ai changé, sans m'en rendre compte, mon microbiote. Et ma flore intestinale, le microbiote, elle s'est mise à brûler des calories de façon un peu inexpliquée et un peu surprenante. Ça veut dire que j'avais beau manger ce que je voulais,
je n'arrivais plus à reprendre du poids. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mince, je deviens un peu, je mets des guillemets, maigrichon. Ça serait bien, je serais bien avec 2 ou 3 kilos de plus. Et je n'y arrivais pas. J'avais beau manger, ça ne marchait pas. Et donc, il faut bien comprendre que dès lors qu'on change son alimentation, on change sa flore intestinale, et soit elle va se mettre à stocker des calories et on grossit, soit elle va se mettre à brûler des calories. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent et elles ne prennent jamais de poids. Et je me suis rendu compte de ça. Et il a fallu que je fasse de nouveaux changements pour réussir à prendre 4 kilos supplémentaires, parce que j'avais besoin de reprendre 4 kilos. Mais ça a été compliqué, il m'a fallu plusieurs mois. Ouais, vous avez repris surtout des protéines en fait. Finalement, exactement. C'est en mangeant plus de protéines et en faisant tout simplement de la musculation. Puisque si on veut. Les personnes d'ailleurs, c'est un message qu'on peut donner. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prendre de poids. Elles disent manger, manger, manger. Elles n'y arrivent pas. Dans ces cas-là, il faut augmenter vos apports en protéines. Vous pouvez manger un peu plus gras, mais surtout faire de la musculation pour transformer vos protéines en muscles. Le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc si vous prenez des protéines et que vous faites de la musculation, vous allez grossir, mais ça va être un bon poids supplémentaire. Oui, ça va pas être du gras que vous allez stocker n'importe où. Dans votre livre, vous partagez une découverte que vous avez faite il y a peu. Une baie miracle, la miraculine. Shkoun, la miraculine. C'est vrai, c'est extraordinaire. Alors, la miraculine, c'est une petite baie. Ça ressemble comme les baies de goji, comme un petit raisin sec rouge. S'il faut donner un exemple pour donner une image aux auditeurs, qui pousse en Afrique, mais aussi en Asie, notamment au Japon. Et cette baie, lorsque vous la mettez sur votre langue et que vous la croquez, elle va changer la perception des goûts au niveau de vos papilles gustatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tous les aliments qui sont acides ou amers, dès lors que vous allez prendre cette baie, ces aliments acides, comme du citron, vont devenir sucrés. Les aliments amers vont devenir sucrés. Et j'ai fait une expérimentation toute simple. C'est que j'ai pris un kiwi. Alors les kiwis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont un peu fades. C'est un peu acide. C'est acide et ils ne sont pas super bons. Et bien, je vous assure qu'en prenant cette petite baie, c'était ensuite le meilleur kiwi que j'ai pu consommer de toute ma vie. Et donc, j'ai pris tellement de plaisir à le consommer que je me suis dit, mais en fait, cette baie, elle pourrait avoir un intérêt. Il y a des personnes qui sont addictes au sucre et qui vont prendre un café avec du sucre. Mais si vous prenez cette baie et un café, ben, le café aura un goût sucré. Et donc, c'est comme un édulcorant naturel, donc qui n'a pas d'effet secondaire comme l'aspartame, les faux sucres des industriels, l'acésulfame K, et qui pourrait aider à réduire notre consommation de sucre, qu'on pourrait peut-être mettre dans des préparations industrielles. Alors, c'est pas bien les trucs industriels, mais à un moment, il faut être pragmatique. Et qui pourrait aussi aider, par exemple, on a montré que des patients qui sont atteints d'un cancer, lorsqu'ils ont la chimiothérapie, souvent, on perd le goût et l'appétit. Et on sait très bien que quand on mange moins, dans le cadre d'un cancer, on s'expose à la dénutrition. Et cette dénutrition, elle est à l'origine de toutes les maladies. Quand vous perdez du muscle, vous faites plus d'infections, vous avez plus de risques de mourir de toutes les maladies. Et les patients qui ont un cancer, à qui on donne cette petite baie, eh bien ils mangent un peu plus. Donc elle pourrait aussi avoir des applications médicinales. Alors il faudrait d'autres études parce qu'il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas d'assez grande ampleur. Oui, pour l'instant c'est le début. C'est le début, mais je suis persuadé que cette petite baie, alors elle coûte très cher malheureusement, si on doit donner un ordre de prix, je crois que c'est aux alentours de 2 à 3 euros la baie. Donc ça coûte très cher. Mais sous quelle forme on la trouve où ? Il y a dans les magasins qui vendent des produits exotiques, donc qui viennent d'autres pays. Il y a des revendeurs spécialisés qui vendent 3, 4, 5 baies ou parfois à l'unité. Vous la mettez sur votre langue, vous la croquez, vous laissez agir, vous laissez quelques minutes et après, je vous invite non pas à tester un citron parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt de prendre un citron pour la santé. Mais testez des fruits de la passion, testez du kiwi, buvez un café. Vous allez voir que tout d'un coup, eh bien, vos papilles vont se réveiller. Et ça a un intérêt puisque, avec le temps, vous allez réduire votre consommation de sucre, puisque vous n'aurez pas besoin de ce goût sucré. Et le jour où vous allez reprendre un sucre industriel, vous allez dire, mais c'est insupportable, je ne supporte pas ce sucre industriel. Donc moi, je suis persuadé qu'elle pourrait avoir un bienfait, c'est pas miracle, mais sur votre santé et sur la façon dont vous vous alimentez. Alors, il y a beaucoup de modes en termes d'alimentation, notamment sur le cholestérol. Alors, pendant des années, on a banni le gras. Aujourd'hui, on a réintroduit le gras et on bannit le sucre. Par exemple, vous expliquez en quoi le fromage ne fait pas monter le mauvais cholestérol. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et je comprends que les gens soient un peu perdus parce qu'on n'arrête pas de dire « le fromage, c'est calorique. Non, le cholestérol. » Et c'est même presque logique. On se dit, quand on parle d'infarctus, on dit « vous avez des plaques de cholestérol dans vos artères. » Qui bouche les artères. On se dit forcément, tout ce qui est gras va boucher les artères. Ça semble même logique. Eh bien, en fait, il faut qu'on revienne à des choses plus simples. C'est que
les industriels se servent de cet argument et se sont servis de cet argument pour nous pousser à la consommation d'aliments sucrés et réduire nos aliments gras, d'ailleurs qu'on peut trouver qui sont bons pour la santé. On va prendre l'exemple du fromage. On s'est rendu compte que lorsque vous consommez du fromage, vous avez du calcium, et ce calcium permet de diminuer l'absorption du mauvais cholestérol. Dans le fromage, les aliments qui contiennent du fromage sont fermentés. En fait, ils ont des probiotiques naturels. Et ces probiotiques diminuent les marqueurs de l'inflammation qui sont à l'origine de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que lorsque vous consommez du fromage, eh bien, vous n'allez pas augmenter le risque d'infarctus, mais au contraire, vous allez le diminuer. Et c'est vrai que c'est totalement contre-intuitif, mais le fromage protège des maladies cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Alors attention, pas de raccourci en alimentation, il n'existe aucun aliment miracle, donc c'est pas parce que vous allez manger du fromage que vous ne ferez pas d'infarctus, mais vous allez diminuer le risque. Et donc oui, manger une portion de fromage tous les jours, c'est bon pour la santé. Je vous rappelle les recommandations. Pour les enfants, c'est 3 produits laitiers par jour, c'est beaucoup 3. En général, ils en prennent moins. Et pour les adultes, c'est 2 par jour, dont un fromage. Ce qu'on appelle le cheese paradoxe. Qu'est-ce que vous appelez les produits laitiers ? Un produit laitier, c'est... Pour les enfants, parce que... C'est du lait. Du lait de vache, d'accord ? On ne se met pas à donner à des enfants du lait de soja, du lait d'amande ou je sais pas quoi. Ça, c'est pour les adultes, pour votre plaisir. Les enfants ont besoin de lait et de lait de vache, puisque ce lait de vache, il contient plus de protéines et de bonnes matières grasses. On a beaucoup diabolisé le lait, c'est trop inflammatoire, patati patata. Résultat, qu'est-ce qu'ils font nos enfants ? Ils prennent des crèmes dessert chocolatées au supermarché, ils prennent plus de lait ou ils prennent du lait avec du sucre à gogo. Alors, les crèmes chocolatées, ce sont des produits laitiers ? Non, une crème chocolatée n'est pas un produit laitier. C'est un produit industriel, ultra transformé, que je ne donne plus à mes enfants. Mes enfants, ce que je leur donne, et moi ce que je consomme d'ailleurs, c'est un produit laitier tout simple, donc les petits Suisses. Les petits Suisses, c'est une masterclass. Ça coûte pas cher, il n'y a pas beaucoup de sucre, quasiment pas de matière grasse, des protéines, et donnez ça à vos enfants le matin, ou au goûter, ou au dîner. Vous rajoutez un peu de sucre dedans, un peu de confiture, un peu de miel, et même pourquoi pas un peu de sucre en poudre. Je préfère ça que des crèmes dessert chocolatées qui n'ont aucun intérêt, qui sont bourrées de sucre, bourrées d'additifs, qui ne sont pas des produits laitiers, pauvres en calcium, pauvres en nutriments, et qui finalement n'ont strictement aucun intérêt. Alors de temps en temps, une fois dans la semaine, pourquoi pas, mais allez vers des vrais produits laitiers pour vos enfants. Ah, vous consommez, vous, du skir ? Ça coûte cher, et c'est pas accessible à tous. Ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte une blinde. Alors, j'ai regardé la dernière fois, j'ai trouvé un gros pot en promotion au supermarché, c'était 3,50 €, l'énorme pot. Je ne suis pas sûr. 500 grammes. Ouais, 500 grammes. Ouais. Je suis pas sûr que les crèmes dessert, quand on en prend 4 et qu'on rapporte au poids, je ne suis pas sûr que ce soit plus cher que le gros pot de Skir. Et puis il y a parfois des promotions, mais attention, c'est vrai que le Skir c'est tendance, mais je suis sûr que les petits Suisses, quand on fait le match entre Skir et même yaourt grec et petit Suisse, c'est à peu près la même chose. À quelque chose près, c'est autant de calories quasiment, de protéines, de sucre, de matières grasses. Donc voilà, allez vers celui que vous préférez et celui que vous pouvez vous acheter financièrement. Avec le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Jimmy Mohamed qui publie Je mange bien, je vais bien chez Flammarion avec la régularité d'un métronome. Eh bien, vous publiez tous les ans à la même période un livre. C'est devenu un phénomène de l'édition parce que vous vendez beaucoup de livres. Dans un genre qui se vend plutôt mal, sont les livres médicaux. Oui, c'est vrai que il faut le dire. Oui. Alors bon, ça marche plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Vos 3 derniers livres, ce sont quand même, on fait des cartons. Hein. Je crois, oui, je vais pas me porter l'œil ou la poisse, mais effectivement, je crois que j'ai dû vendre quelque chose comme 200 000 livres déjà, et le dernier c'était un peu plus de 100 000 livres. Donc ça veut dire que les gens se sont aussi intéressés à la santé, et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut écrire autour de la santé et intéresser les gens, donc c'est très sympa. Sujet passion, l'huile d'olive. Pourquoi une huile d'olive de qualité doit-elle être piquante dans l'arrière-gorge ? C'est vrai que j'ai fait cette expérimentation assez rigolote où un jour j'étais en Grèce et on me donne de l'huile d'olive et on me dit goûtez l'huile d'olive. Je dis oui, je sais ce que c'est que l'huile d'olive, j'en mets dans la salade, on en consomme régulièrement. Il me dit non, prenez la cuillère et goûtez-la et vous allez me dire si elle est bonne ou pas. Moi, je la goûte, je dis oui, elle est bonne. Et là, on me dit, mais vous avez senti que ça brûle dans la gorge ? Et effectivement, ça brûle. Et ils m'ont dit, c'est simple, une bonne huile d'olive, elle doit brûler dans la gorge. Moi, je me dis, il m'a pris pour un pigeon, en fait, il veut juste me vendre son huile d'olive, et c'est un argument commercial. Et puis du coup, j'ai commencé à faire des recherches, et je me suis rendu compte que c'est vrai,
plus une huile d'olive pique naturellement dans la gorge et que ça brûle, eh bien plus elle contient d'anti-inflammatoires. Et on doit ça à un Américain qui travaillait sur un médicament, l'ibuprofène, l'Advil, sous forme de sirop. Et quand on donne ce sirop, notamment aux enfants, en fait, ce sirop, naturellement, il pique la gorge. Et lui, son objectif, c'était de trouver une alternative au fait que ça pique. Il voulait adoucir un peu le médicament pour que les enfants l'acceptent quand les parents le donnent. Et un jour, il part en Italie, en Sicile, et on lui fait déguster des huiles d'olive. Et lorsqu'il déguste l'huile d'olive extra vierge en Sicile, il dit « mais ça me brûle la gorge et ça me rappelle l'ibuprofène ». Et là, il se dit « mais il y a peut-être un lien entre le médicament et l'huile d'olive ». Il a fait des recherches, il a découvert une molécule qu'on appelle l'oléacanthal, ne retenez pas le nom. Et en fait, cette molécule, c'est une molécule anti-inflammatoire. Et en fait, c'est un ibuprofène naturel. Et il s'est rendu compte que plus une huile d'olive allait piquer, brûler, plus elle contient ces anti-inflammatoires qui protègent notamment des maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça qu'on émet ces recommandations, qu'une huile d'olive de qualité, elle est vierge ou surtout extra vierge, et plus elle brûle dans la gorge, plus elle contient des molécules anti-inflammatoires. Ouais, c'est un signe de qualité. Et c'est un signe de qualité, ça veut dire qu'elle est bonne pour votre santé. Ouais. Et d'ailleurs, l'huile d'olive, c'est très certainement la meilleure des huiles qu'on devrait consommer. Alors c'est pas parce que c'est bon pour la santé qu'il faut en abuser, hein. C'est quand même aussi, c'est comme tout, c'est avec modération. Oui, mais on a montré quand même qu'on pouvait prendre de 30 à 60 millilitres par jour, ça veut quoi, dire 2 à 4 cuillères à soupe par jour. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal quand même, et on s'est rendu compte de deux choses. Ouais. Qu'en consommant de l'huile d'olive 2 à 4 cuillères à soupe par jour, eh bien on diminue le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, et que, cerise sur le gâteau si je peux dire, on ne prend pas de poids. Alors qu'on se dit mais c'est gras, c'est calorique, et on a souvent cet argument de attention, dans la salade, si vous mettez de l'huile, ça va alourdir la balance calorique, il ne faut pas en faire. Eh bien si, consommer de l'huile d'olive, c'est la meilleure des huiles, et là encore, c'est une huile qui est grasse, et c'est le même paradoxe qu'avec le fromage, elle est grasse, mais elle protège des maladies cardiovasculaires, elle contient des précurseurs des oméga 9, qui sont des anti-inflammatoires, qui protègent des maladies cardiovasculaires. Et dans notre alimentation, on a... En fait, quand on se dit, souvent on donne les oméga 3, oméga 6, oméga 9, personne ne retient rien, on ne sait jamais lequel est bon. Alors c'est vrai que les oméga 3, bon maintenant on sait que c'est bon. Exactement, mais les oméga 6 qu'on a diabolisés en disant il ne faut pas prendre d'oméga 6. C'est parce qu'on en prend trop. On en prend trop, exactement. Et c'est une question d'équilibre. Ouais. Et donc quand vous faites le bon équilibre entre un peu de ci, un peu de ça, donc un peu d'oméga 3, un peu d'oméga 6 et des oméga 9, de l'huile d'olive, eh bien ça nous protège des maladies cardiovasculaires. Vous êtes parti en guerre, alors vraiment en guerre avec la puissance de vos réseaux sociaux, de votre présence sur les médias, contre les produits ultra transformés, contre les colas, contre la junk food aujourd'hui. On arrive à l'époque du mois du Ramadan, alors tous les soirs au moment de la rupture du jeûne, alors là c'est bouteilles de soda sur les tables. C'est un non-sens total. Soda ou alors Ice Tea ou enfin bon bref, quelles que soient des boissons sucrées Oasis, gazeuses, enfin voilà bon. Allez, Fanta, Coca, Oasis, alors 7-Up, c'est la fête hein. Miranda, voilà, toutes les boissons sucrées gazeuses pendant le mois du Ramadan. En fait, vous allez... Alors, si on prend d'un point de vue purement alimentaire, je mets de côté la question spirituelle, je ne parle uniquement de l'alimentation. Non mais on va parler d'alimentation, ouais. Vous allez perdre tous les bénéfices de votre jeûne intermittent en rompant le jeûne avec des boissons sucrées gazeuses. Vous allez reprendre des aliments qui en fait sont des aliments ultra transformés, bourrés de sucre, qui vont perturber votre microbiote, qui sont pro-inflammatoires et qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers. Donc, lorsque vous rompez le jeûne, vous pouvez prendre éventuellement, et d'ailleurs dans la tradition, certains prennent des dattes, très bien, un petit goût sucré, parce qu'il y a cette envie et cette appétence liée au sucre. Alors vous, c'est votre goûter idéal, c'est dattes beurre de cacahuète. Avec beurre de cacahuète. Alors c'est pas du tout riche, hein. Ça c'est bien, au moins c'est light. En fait, mais c'est encore une fois de se dire qu'on peut manger des aliments caloriques et gras et que ce soit bon pour la santé. C'est peut-être le meilleur des snacks, le combo beurre de cacahuète, dattes, parce qu'en fait les dattes ça contient des fibres, du sucre, mais du bon sucre. Vous avez dans le beurre de cacahuète du gras, mais du bon gras, des protéines. Il y a du bon gras dans le beurre de cacahuète. Ah ouais, parce que le beurre de cacahuète est fait à base de cacahuètes et tout ce qui est oléagineux, en fait, c'est du bon gras. Donc vous prenez Elvis ça. Presley sort de ce corps. En tout cas, beurre de cacahuète, dattes, c'est ultra validé. En ce qui concerne les boissons gazeuses, c'est la meilleure façon d'être ballonné, d'avoir de la constipation, de grossir, alors que normalement, en pratiquant le jeûne intermittent durant le mois du Ramadan, on doit au minimum stabiliser son poids, voire perdre un petit peu. Et ceux qui prennent du poids et qui ne comprennent pas pendant le mois du Ramadan, c'est qu'évidemment,
les industriels, en fait, leur donnent sur leur table tout ce qu'il faut pour prendre du poids. Donc vraiment, la boisson gazeuse sucrée, allez, une fois de temps en temps, je peux le comprendre, on peut, mais ça ne doit pas être la règle ni la norme. Non, mais là, c'est tous les soirs, sur les tables de Ramadan. D'ailleurs, il y a qu'à regarder les gens qui font leurs courses dans les supermarchés, c'est blindé de ces boissons. Parce qu'en fait, on est addict au sucre. On est addict au sucre, le sucre à gogo. Il y a aussi, pendant le mois du Ramadan, les supermarchés qui tout d'un coup se mettent à faire des rayons spécial Ramadan où ils vont mettre des boissons gazeuses sucrées et nous on va faire ce lien, dire tiens, elle est là, je vais la prendre. Vous pouvez de temps en temps, mais c'est un non-sens pendant la rupture du jeûne et même tout au long de l'année d'ailleurs. Pendant le mois du Ramadan, les gens se mettent à faire des choses qu'ils ne font jamais le reste de l'année. Les boissons sucrées gazeuses, elles sont là de façon exceptionnelle. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est une dose de sucre, vous abîmez vos dents, vous perturbez votre microbiote, vous allez créer de l'inflammation, ça favorise les maladies cardiovasculaires, ça coûte de l'argent, parce que même si on dit que ça coûte pas cher, ça coûte quand même de l'argent. À la fin du mois, peut-être que vous allez dépenser 50, 100 euros dans des boissons sucrées gazeuses. En fait, il y a l'eau du robinet qui coûte pas cher et qui est nettement meilleure pour la santé. Qu'est-ce que le jeûne du mois de Ramadan vous a fait comprendre sur la façon de prendre votre petit déjeuner ? Alors, à l'inverse, pendant le mois du Ramadan, le repas le plus important, c'est pas le repas de la rupture du jeûne, d'un point de vue alimentaire, c'est le repas du matin, le petit déjeuner, avant le lever du soleil. C'est ce repas-là qui vous permettra de tenir sur le plan alimentaire toute la journée, sans vous sentir mal, c'est-à-dire avoir faim, vous sentir faible, j'ai la tête qui tourne. Parce que finalement, le soir, vous devriez manger un peu léger, juste de quoi, être un peu rassasié, vous couchez et vous levez le matin tôt pour prendre un bon petit déjeuner. Et ce petit déjeuner, le matin, en fait, ça doit être un repas. En fait, tout ce que vous avez préparé la veille pour le repas à 19h, il faudrait le servir au petit déjeuner. Il faudrait le prendre au petit déjeuner. Au sahur. Et il faudrait presque inverser ce qu'on fait habituellement. Et donc le matin, il faudrait prendre une source de protéines. Donc vous prenez des œufs, vous prenez du poulet, vous prenez du poisson éventuellement. Il faudrait des féculents. Donc vous prenez un peu de riz, un peu de pâtes, un peu de pain, pourquoi pas, du pain complet. Vous prenez des légumes pour le transit, puisque pendant le mois du Ramadan, souvent on va se mettre à manger uniquement des féculents. Les personnes vont être constipées, elles ont mal au ventre, elles vont être ballonnées, elles vont être fatiguées, elles vont manquer d'énergie. Alors que si le matin, on se fait ce combo de protéines avec les œufs, le poulet ou le poisson, qu'on se prend des féculents avec un peu de riz, un peu de pâtes, qu'on rajoute des fibres, à ce moment-là, on peut manger des pois chiches, des lentilles, on peut manger des légumes le matin, et que vous prenez un petit yaourt avec du fromage blanc, un peu de confiture, un peu de miel, vous prenez de l'eau, je vous assure que pendant le mois du Ramadan, vous n'aurez pas de faim excessive, pas de fatigue excessive, vous aurez plus d'énergie et surtout vous aurez moins d'effets secondaires liés au fait que le soir vous mangez très mal. Ça veut dire que vous aurez moins de constipation, vous serez moins fatigué et donc votre alimentation elle va s'améliorer parce que l'objectif c'est aussi de mieux manger. C'est pas simplement la question de privation, c'est mieux manger et ça commence par un très bon petit déjeuner, pauvre en sucre et puis le soir on mange un peu léger et je vous promets que si vous inversez la tendance, c'est ça qu'il faut faire. Vous irez mieux. Et l'idée derrière, c'est de garder ses bonnes habitudes. L'idée n'est pas de perdre du poids, mais c'est de mieux manger. Pas forcément pour le mois, évidemment, mais pour le restant de votre vie. Pour vous, un petit déjeuner idéal, par exemple, pour commencer une journée, c'est quoi ? C'est des œufs. Hors Ramadan. Hors Ramadan, c'est des œufs le matin. Ça peut être une tartine de pain complet avec un peu de confiture. Ça peut être même un petit peu de pâte. Vous conseillez la confiture le matin ? Beurre, confiture, si c'est votre plaisir. Parce que souvent, on a cette notion on a envie d'un petit truc sucré. Moi, je préfère manger un petit peu de confiture parce qu'en fait, avec votre cuillère, vous contrôlez la quantité. Alors que quand vous prenez le bol de céréales, vous remplissez le bol, vous n'avez pas conscience de la quantité de sucre que vous mettez. Donc, vous le remplissez une première fois, et puis comme c'est bon, parce que ça fond dans la bouche, vous recommencez une deuxième fois et vous n'avez pas pris conscience que vous avez mis trop de sucre. Alors qu'une tartine, beurre, confiture, un peu de yaourt le matin, ça marche très bien. Et d'ailleurs, moi, mes enfants, le matin, c'est désormais ça que je leur donne, des œufs brouillés le matin, un yaourt avec un peu de miel, éventuellement de temps en temps un petit verre de jus de pomme, c'est pas interdit. Je comprends que c'est pas bon pour la santé, patati patata, mais il y a un moment, il faut qu'aussi l'alimentation... Il n'y a pas d'interdiction, interdiction. Il faut que ce soit aussi un moment de plaisir, et donc voilà, mes enfants, leur plaisir, c'est de prendre du jus de temps en temps. Donc oui, un petit jus de pomme, pourquoi pas. C'est pas interdit, mais d'ailleurs, à côté de ça, je me suis dit, ok, ils ont pris un peu de jus de pomme, ou même de temps en temps des céréales, mais c'est bon, ils ont eu des œufs, ils ont eu un bon fromage avec un bon yaourt, avec
des bonnes matières grasses et des bonnes protéines, eh ben, j'ai équilibré la balance, j'ai limité la casse. C'est ça le bon petit-déj. Vous parliez tout à l'heure, Jimmy Mohamed, du transit intestinal. Il faut savoir que le caca, c'est votre passion. Vous avez même consacré votre thèse de docteur en médecine aux complications graves de la constipation chez les patients prenant des traitements à visée psychiatrique. Et vous nous rappelez dans votre livre cette anecdote de l'entraîneur de l'équipe de baseball de Tokyo. Incroyable cette histoire. En fait, il interrogeait ses joueurs en lui demandant si leur caca avait coulé ou s'il avait flotté. Donc c'est un peu étrange comme question. Il disait mais ton caca ce matin il a fait quoi? Il a coulé ou il a flotté? Et en fonction de la réponse, il décidait de mettre les joueurs sur le banc de touche ou sur le terrain. Ah sérieux? Il s'est rendu compte que ceux qui avaient le caca qui coule, en fait très certainement, c'est des personnes qui avaient pris un repas riche en protéines, riche en fibres, qui leur permettrait d'être endurants. Et qu'à l'inverse, sont ceux dont le caca avait flotté, très certainement qu'ils avaient une alimentation trop grasse, l'intestin qui avait mal absorbé les graisses, et du coup ils seraient moins endurants. Et en fait l'entraîneur de baseball japonais avait compris que l'alimentation avait une influence sur le transit, et que le transit, et notre caca, était le reflet de notre alimentation et de notre bonne santé. Et donc normalement le caca devrait couler pour être endurant, parce qu'on aurait pris un repas riche en protéines et riche en fibres. Pour ne pas tout dévoiler ce qu'il y a dans votre livre, vous révélez les secrets pour faire des cacas super premium. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Il y a des sujets quand même. Et une de vos expressions préférées, c'est ne jamais rater le train du caca. Ouais, ne jamais rater le train du caca. Pardon de parler de ça avec vous le matin, mais c'est la vraie vie. Les gens adorent les histoires de pipi caca. En fait, ça nous concerne tous. Un jour, on a tous été confrontés à un problème de transit, que ce soit la diarrhée ou la constipation. Et en fait, il y a un truc tout simple, et c'est peut-être valable aussi, et c'est très valable notamment chez les enfants. Les enfants à l'école, ils vont pas faire caca, parce que c'est sale. Les toilettes, et d'ailleurs les toilettes publiques, elles sont dégueulasses. Mais les gens au bureau non plus, Jimmy. Les gens au bureau non plus, effectivement. Ils osent pas. C'est parce que c'est la honte. Sauf que, on va rappeler ce qui se passe physiologiquement. Lorsque vous avez envie d'aller aux toilettes, les selles arrivent dans votre côlon, et le côlon et le rectum se dilatent, ça vous donne envie d'aller aux toilettes. Et à ce moment-là, vous dites, il faut que j'y aille. Si vous n'y allez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'ampoule rectale doit toujours rester vide. Donc, les selles, elles se mettent à remonter. Et il faudra attendre un prochain cycle pour retourner aux toilettes. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'évacuation est plus difficile. Donc, lorsque vous vous retenez d'aller faire caca, la fois d'après, ça peut être plus difficile, plus douloureux. Et vous devenez constipé, non pas à cause d'un problème, mais à cause d'une mauvaise habitude. Donc, quand vous avez envie d'aller aux toilettes, il ne faut pas louper le train du caca. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme quand on loupe le RER, il faut attendre le prochain. C'est ça. Sauf qu'il faut attendre le prochain et on ne sait pas quand est-ce qu'il repasse. Peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 3 heures. Et c'est comme ça qu'on peut être constipé, une constipation fonctionnelle, juste à cause des toilettes qui sont crades. Donc voilà, ne loupez pas votre train du caca. Avec le docteur Jimmy Mohamed qui s'arrête sur Beurre FM aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez Je mange bien, je vais bien aux éditions Flammarion. On est à quelques jours du début du mois de Ramadan. Le Ramadan, ça s'anticipe un petit peu si on veut éviter les désagréments des premiers jours. Oui, complètement, et notamment pour le café. Alors moi je suis addict au café, et si j'arrête de boire du café du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe le lendemain? C'est la migraine. Donc tous ceux qui consomment du café, au-delà de 1 par jour, 2, 3, 4, 5, certains prennent 6, 7 cafés, si vous ne diminuez pas progressivement votre quantité de caféine, le jour où vous allez l'arrêter, vous allez avoir une énorme migraine. Donc ça veut dire que rien que sur le plan de l'hydratation, le Ramadan s'anticipe. Donc à quelques jours du début du Ramadan, commencez à diminuer votre quantité de caféine. Si vous buvez 4 cafés par jour, vous passez à 3, puis 2, puis 1, pour arriver à 0. Et l'idée serait soit de ne plus consommer de café pendant le mois du Ramadan, puisque le café que vous allez prendre, souvent vous allez prendre le soir, ça va perturber votre sommeil et tout le tralala, et vous remettez une pièce dans la machine dans l'addiction à la caféine et aux migraines. Donc, il est important d'anticiper et de diminuer votre quantité de café. Et puis d'un point de vue alimentaire, il faut aussi se préparer, parce que si vous mangez énormément, petit-déj, déjeuner, dîner, vous grignotez, bien évidemment que le premier jour va être atroce, et très souvent ce que j'observe, c'est qu'au début c'est très dur pour les gens, les premiers jours, et puis naturellement, les gens disent qu'au bout de 4-5 jours, oh ça y est, je deviens habitué, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on a changé nos habitudes alimentaires, et finalement on mange un peu moins, je l'espère un peu mieux, et les choses se passent de façon un peu plus facile qu'au début. Donc, diminuez progressivement
eh bien, vos repas. Donc ça veut dire que le matin, le petit-déj sucré, peut-être qu'il faut vous en passer. Le midi, le sandwich qui sert à rien, je dis pas qu'il faut pas le prendre, mais il faut peut-être manger un vrai repas. Vous avez renoncé complètement au sandwich. Jamais, vous me verrez jamais, ou peut-être de façon exceptionnelle, manger un sandwich le midi. Ça n'a aucun intérêt. Le sandwich le midi, c'est un pain riche en sucre, très peu de garniture. Les protéines dedans, il n'y a quasiment pas. Quel que soit l'aliment, le thon, le poulet, le jambon, il n'y a quasiment pas de protéines, il y a très peu de garniture, très peu de fibres, parce qu'il n'y a pas de salade, et donc vous avez l'estomac rempli. Et d'ailleurs, on l'a observé, vous mangez un sandwich, vous n'avez plus faim, mais au bout de 2 heures, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez très faim, puisque tout a été absorbé dans le sang, il n'y a pas de fibres, donc il n'y a pas de satiété. Donc moi, le midi, j'ai vraiment un truc tout simple. Si j'ai pas le temps de manger, et ça m'arrive en vrai 4 à 5 jours dans la semaine, je préfère ne pas manger, temporiser, attendre un moment où je vais avoir 30 minutes pour de vrai et prendre un vrai repas. Et donc oui, le sandwich du midi n'a strictement aucun intérêt et je vous le déconseille, ça peut dépanner, mais sinon vous prenez un sandwich vraiment... ou peut-être que vous avez fait vous-même, vous dites tiens j'ai pris un vrai pain complet. Un pain complet c'est un pain de couleur foncée. Plus un pain est blanc, plus il a une farine blanche raffinée qui n'a pas d'intérêt, et à l'inverse plus il est de couleur. Et si vous avez fait vous-même vos sandwichs, pain complet, vous avez blindé de salade, blindé de tomates, blindé de jambon de poulet, jambon de dinde, vous faites ce que vous voulez, là peut-être que c'est intéressant. Mais le sandwich, malheureusement, souvent qu'on trouve à la boulangerie, il est plein de vide. Et de mayonnaise. Et il coûte cher, hein. Ah, ça coûte cher maintenant. Aujourd'hui, ah ouais. C'est devenu, je veux bien à l'époque où on se dit, on a cette image du jambon beurre. C'est 6,50, 7 euros. Une folie le prix du sandwich. Pour ce prix-là, je suis persuadé qu'en convertissant en aliments bruts, alors après ça a augmenté parce que tout a augmenté, l'électricité, les charges, donc je comprends que ça a augmenté, mais nous derrière si on fait nos courses, je peux vous assurer que ça coûte moins cher. Donc ça c'est les choses qu'il faut faire à quelques jours du début de mois de Ramadan. Quel autre conseil on peut donner aux gens qui se préparent à rentrer dans ce mois de jeûne ? Est-ce que j'ai un état de santé qui me permet de pratiquer le mois du Ramadan ? Et la seule personne qui peut vous dire ça, c'est pas le voisin, c'est pas le papa, le tonton, c'est pas l'imam, c'est pas le cheikh, c'est pas un prédicateur sur internet, c'est votre médecin généraliste. La seule personne qui est en mesure de vous dire si oui ou non vous pouvez jeûner, c'est votre médecin généraliste ou le médecin spécialiste. C'est la seule personne qui vous connaît et qui est en mesure de savoir en fonction de votre pathologie si vous pouvez jeûner. On va prendre un exemple très simple. Est-ce que je peux jeûner quand je suis diabétique ? En fait, il n'y a pas un diabète, mais il y a des diabètes. Ouais. Si vous avez un diabète qui est bien équilibré, où vous prenez que des médicaments, le jeûne, a priori, n'est pas contre-indiqué. Si vous avez un diabète déséquilibré, en prenant plein d'insuline, que vous avez des maladies cardiovasculaires, très certainement que le mois du Ramadan, le jeûne, n'est pas possible pour vous. Et donc, à 2 patients différents, à maladies identiques, eh bien, un pourra jeûner et l'autre pas. Donc, ne vous faites pas avoir par la personne qui dit jeûner en étant hypertendu, diabétique, avec de l'arthrose, patati patata. Vous n'en savez rien. Peut-être qu'elle jeûne et qu'elle ne devrait pas. Mais la seule personne en qui il faut avoir confiance, c'est le généraliste. Quel que soit, et d'ailleurs c'est important de le rappeler, quelle que soit la religion du médecin. Le médecin, il s'en fout de la religion. Il est là pour vous donner un conseil santé. Il n'est pas là pour juger votre religion. Quelles que soient vos croyances d'ailleurs, quelle que soit la religion. Donc c'est lui qui vous dira si votre hypertension artérielle peut vous permettre de jeûner. Si vous êtes hypertendu et que vous avez juste un médicament par jour, le jeûne ne semble pas contre-indiqué. Mais si vous avez une hypertension très mal équilibrée, que vous avez besoin de prendre plein de médicaments, peut-être qu'il est contre-indiqué. Mais là, encore une fois, c'est le généraliste, c'est le médecin qui vous dira. C'est le médecin qui a le mot final. C'est lui qui aura le dernier mot. Et ce sera sa responsabilité de vous dire si oui ou non, vous pouvez jeûner. Vous êtes sujet, vous, aux migraines. Comment on fait justement pour combattre les migraines ? Alors, parce que ça c'est vraiment les premiers jours, c'est terrible, les migraines. La migraine, c'est la maladie de l'intolérance au changement. Le migraineux a un organisme qui fait que dès qu'il y a un changement dans son mode de vie, il a de la migraine. Ce changement, dans le mois du Ramadan, il provient de l'alimentation, de l'hydratation, du sommeil, de l'activité physique. Et très souvent, durant le mois du Ramadan, ces 4 paramètres de la vie vont être bouleversés. Vous allez boire beaucoup moins. La personne qui souffre de migraine, ou même la personne d'une façon générale, si on boit moins, on a des maux de tête. La déshydratation donne des maux de tête. Donc, il faut augmenter vos apports en eau pendant le mois du Ramadan en buvant correctement le soir et de l'eau, pas des boissons sucrées gazeuses. Elles n'apportent pas d'hydratation, c'est non négociable. Deuxième chose, le matin, il faut prendre le petit déjeuner du matin avant le lever du soleil, il faut boire de l'eau. Deuxième élément, on a l'addiction à la caféine, donc il faut essayer de se sevrer de la caféine.
et évitez de prendre trop de café pendant le mois du Ramadan. Franchement, c'est maximum 1. Au-delà, vous allez faire quoi ? Perturber votre sommeil. Et c'est un autre élément qui donne des migraines pendant le mois du Ramadan, c'est le fait de ne pas assez dormir. Ouais, désorganisation du sommeil. La désorganisation du sommeil, en fait, que ce soit par le manque de sommeil ou l'excès de sommeil, ça veut dire qu'on a des personnes pendant le mois du Ramadan, notamment les plus jeunes, qui vont se décaler totalement. Elles vont toute la nuit être actives, se coucher à 5h du mat, se lever à 15h et dire la journée passe plus vite. Ça n'a strictement aucun sens. Vous perturbez votre horloge biologique. Dans le cerveau, on a une petite horloge qui déteste le décalage horaire. Et donc, vous ne devez pas perturber vos rythmes de vie pendant le mois du Ramadan, sinon vous allez vous exposer à de la migraine, vous allez prendre du poids, ça altère vos humeurs. Et puis au niveau de l'alimentation, le migraineux ne supporte pas trop manger ou ne plus manger. Ça veut dire qu'il ne faut pas commettre d'excès pendant le mois du Ramadan. Il ne faut pas le soir vous mettre à prendre un repas à 2000 kilocalories. On a des tables qui sont remplies, on fait beaucoup de gâchis et on mange en trop grande quantité. Et du coup, on a du mal à digérer et ça favorise la migraine. Donc, il faut trouver un équilibre où on arrive à boire suffisamment, se faire un peu plaisir, il n'y a pas de problème à manger des aliments sucrés, se sevrer en caféine, ne pas reprendre le tabac. Le tabac, lorsqu'on arrête de fumer pendant le mois du Ramadan, et les gens le disent très bien, ils ont des maux de tête insupportables. Donc c'est peut-être le moment d'arrêter de fumer. Si vous ne fumez pas toute la journée, peut-être que vous êtes sur la bonne voie pour totalement fumer, ne plus fumer. Et puis dernière chose, manger de façon équilibrée. En fait, on peut manger correctement. La salade, pendant le mois du Ramadan, c'est pas un truc d'hypocrite. Souvent, on se dit, moi, il me faut des trucs qui me tiennent au corps. Et on pense que c'est le riz, les pâtes qui vont vous permettre de tenir toute la journée. Stocker, ouais, bien sûr. Ouais. On a besoin de féculents, de sucre lent, mais si vous ne mangez pas de fibres d'une salade, vous allez manquer d'énergie, vous n'aurez pas de satiété et vous allez être constipé. Donc si vous respectez l'ensemble de ces critères, vous pouvez diminuer le risque de migraine. Vous avez découvert le thé matcha. Moi, je crois que c'était un truc de bobo, le thé matcha. Moi aussi. Un truc à la mode, vous savez, les trucs... ces boissons qu'on achète dans les bubble tea, voilà. Ah ouais, moi aussi, je pensais que c'était un truc de bobo, du centre de Paris, un petit thé matcha avec du lait de soja. Quel est l'intérêt du thé matcha ? Alors, le thé pour matcha, les buveurs de café, par exemple. Alors, je pense que le thé matcha est supérieur au café. C'est-à-dire ? Sur le plan alimentaire, nutritionnel, le thé matcha a plus d'intérêt. Alors c'est quoi du thé matcha d'ailleurs ? Le thé matcha, c'est du thé, d'accord ? Mais c'est du thé vert qui a poussé, qui a séché très longtemps et qui, lorsqu'on va le consommer, on va le consommer avec la feuille. Il a été broyé, c'est pas une infusion. On a pris l'entièreté de la feuille et on va la boire et ça fait un thé vert concentré, mais concentré en quoi ? En antioxydants. Et on s'est rendu compte de deux choses, qu'à l'époque des samouraïs, ils buvaient du thé matcha pour tenir toute la nuit. C'est un super éveillant. Donc on aura les vertus de la caféine, parce qu'on prend le café pour avoir de l'énergie. Mais vous avez remarqué, le café, on a un shoot, et puis au bout de quelques heures, on manque d'énergie, et puis ça repart, on en reprend un autre. Le thé matcha libère dans le sang, de façon beaucoup plus stable, la théine, et la théine, c'est de la caféine. Deuxième élément, on l'a tous observé, quand on consomme trop de café, au bout d'un moment, on est un peu irritable. Moi, je me rends compte qu'après 5 cafés, je deviens un peu moins patient, un peu plus stressé. Et bien on s'est rendu compte que le thé matcha était aussi consommé par les moines bouddhistes. Pourquoi ? Puisqu'il contient une molécule qui s'appelle la L-théanine, ne retenez pas le nom, et cette molécule, elle vous permet d'être zen. Donc en fait, le thé matcha, c'est un éveillant, c'est un relaxant, et il contient des antioxydants. C'est très bon pour le cerveau en plus, la L-théanine. Et donc c'est beau aussi pour le cerveau, donc on devrait consommer plus de thé matcha. Et d'ailleurs, les jeunes qui consomment des boissons énergisantes, qui donnent des ailes et tout le tralala, devraient aller beaucoup plus, s'ils veulent vraiment de l'énergie, s'ils veulent des vitamines, des nutriments, vers le thé matcha que vers ces boissons. Et finalement, ça coûte moins cher, c'est moins sucré, parce que en fait, vous pouvez rajouter un peu de lait éventuellement dedans, mais normalement, on le fait avec un peu d'eau, et c'est meilleur pour votre santé. Pour vous, le super aliment, c'est l'œuf. Incontestablement. Toujours pareil. Alors les œufs, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Exactement. En fait, c'est là où c'est l'aliment parfait, c'est que c'est un aliment qu'on trouve au supermarché, qui coûte pas cher, et même un œuf de qualité, ça coûte pas cher. C'est-à-dire un œuf qui a été élevé en plein air, qui a mangé des bonnes graines, qui va vous donner des oméga 3 parce que la poule a bien mangé, donc l'œuf sera de meilleure qualité. Ça coûte, on va dire un œuf même de qualité, aux alentours de 35 centimes, vous avez un bon œuf. Donc c'est-à-dire qu'avec 2 œufs, 70 centimes, vous avez une bonne portion de protéines. Les œufs ne font pas monter le mauvais cholestérol, que vous preniez le jaune, le blanc. Vous pouvez les cuire de 10 000 façons, des œufs brouillés, des œufs à la coque, en omelette, des œufs au plat, dans la salade. Vous avez de la choline dans un œuf.
la choline, c'est ce qui permet de créer une molécule dans le cerveau qu'on appelle l'acétylcholine. Et cette choline, elle participe à la mémoire. Alors, je dis pas avec des œufs, vous aurez une super mémoire, mais ça participe à une bonne mémoire. Et donc, c'est un aliment qu'on devrait consommer plus. On devrait consommer moins de viande d'origine animale, puisque la viande d'origine animale, la viande rouge, elle est trop inflammatoire. Je dis pas que c'est interdit. On devrait manger un peu plus de volaille, un peu moins de viande rouge et un peu plus de protéines sous forme d'œufs, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Ça peut même être un goûter. Vous pouvez prendre un œuf dur pour le goûter. C'est pas un non-sens. Il faut revoir notre alimentation et se dire que quand je mange, c'est un peu pour le plaisir, je le comprends, mais c'est aussi pour ma santé et que c'est un investissement. Mais est-ce que tous les œufs ont les mêmes vertus ? Alors, en fonction de... et les mêmes qualités, je veux dire. Vous voulez dire qu'en fonction de la qualité de l'œuf en fonction de la qualité de l'œuf, est-ce qu'on a les mêmes vertus ? Est-ce que bon, voilà. Alors, moi, je considère que une poule qui a été élevée en batterie, qui a eu l'équivalent, on va prendre cette feuille qui est juste là, qui a l'équivalent d'une feuille A4 sur laquelle elle a son espace vital. Les œufs élevés en batterie qui ne voient pas la lumière du jour, qui sont collés sur une feuille, c'est des poules qui ont été maltraitées, stressées toute leur vie, qui produisent des œufs de mauvaise qualité. Et donc, même si vous n'avez pas de conscience par rapport au bien-être animal, dites-vous qu'elles ont été maltraitées, qu'elles vont forcément produire des œufs de moins bonne qualité versus une poule qui a gambadé, qui a mangé de bonnes graines, qui va forcément... Et d'ailleurs, il y a un label qu'on appelle le label bleu blanc cœur. Les poules ont été élevées en plein air, elles ont consommé des graines riches en oméga 3 et naturellement, l'œuf est enrichi. Donc oui, en fonction de la qualité des œufs, vous aurez plus ou moins... Alors il y a des sigles sur les œufs. Regardez, il y a deux choses à regarder. Le chiffre et la lettre. 0, 1, 2, 3. 0 et 1, la poule a été élevée globalement en plein air. Donc elle a été respectée. On prend. 2 et 3, catastrophe. Batterie, elle ne voit pas la lumière du jour. Elles s'attaquent entre elles, elles sont parfois nourries aux antibiotiques et donc elles produisent un œuf de mauvaise qualité. Et regardez la lettre, c'est le pays de provenance. Donc 0 FR, c'est une poule en plein air, élevée en France, qui va bien, qui kiffe sa vie de poule et qui produit des œufs de qualité. 3 FR, la poule a été maltraitée, elle est triste et elle produit des œufs de mauvaise qualité. Bien, et la suite est dans votre livre, Jimmy Mohamed, je mange bien, je vais bien, chez Flammarion. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir trouvé du temps dans votre emploi du temps de Premier ministre pour vous arrêter sur Beurre FM et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.